Ma mère a poussé ma petite fille de sa chaise en disant « Cette table est pour la famille, va-t'en ». Elle est tombée lourdement. Le silence s'est installé dans la pièce. Je l'ai aidée à se relever et j'ai dit 7 mots. Le visage de ma mère est devenu livide. Mon père a commencé à bafouiller. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à gérer mes parents comme s'ils étaient des bambins émotionnels, à les valider constamment, à marcher sur des œufs pour ne pas froisser leurs humeurs, à faire semblant que leurs insultes étaient des plaisanteries. Si vous n'avez jamais eu de parents narcissiques, vous ne comprendrez probablement pas, mais pour ceux d'entre nous qui en ont, vous savez exactement ce que je veux dire. Chaque réunion de famille ressemble à une marche dans un piège, les yeux bandés. Il n'était pas maltraitant d'une manière visible pour les autres. Tout était subtil, des mots déformés, des rejets de fautes, agissant comme si je leur devais quelque chose pour le simple fait d'exister. Et d'une manière ou d'une autre, ma sœur finissait toujours par prendre leur parti, consciemment ou non. Il la traitait comme l'enfant prodige et elle jouait le rôle à merveille. Alors j'ai continué à venir, par culpabilité surtout, par espoir parfois. Mais tout a basculé lors du dernier repas de Noël. C'était mon tour de recevoir et j'avais mis les petits plats dans les grands. Je le fais toujours. Pas pour eux, pour ma fille Léa. Elle a 8 ans, elle est douce, créative, et juste assez grande pour commencer à remarquer la façon dont certaines personnes traitent sa maman. Elle avait aidé à dresser la table le matin même, plaçant soigneusement les marque-places et pliant les serviettes comme si elle gérait un restaurant étoilé. Elle m'avait même demandé si elle pouvait s'asseoir à la table des grands cette année. Bien sûr, j'ai dit oui. Mes parents sont arrivés avec exactement 20 minutes de retard. Pas de SMS, pas d'excuses. Ma mère a immédiatement commenté le fait que le chapon semblait moins sec que l'année dernière. Mon père m'a tendu une bouteille de vin avec l'étiquette de prix encore collée dessus. Ma sœur et son mari sont entrés derrière eux, plus silencieux que d'habitude. La table était magnifique. Tout était chaleureux et accueillant. Les bougies étaient allumées, les assiettes dressées, avec la petite touche de Léa sur chaque détail. Elle s'est glissée sur le siège à côté du mien, son marque-place écrit avec un feutre brillant. Et puis, c'est arrivé. Ma mère s'est tenue derrière elle, a regardé le siège, sans hésiter, a poussé Léa sur le côté. Elle l'a physiquement déplacée. Léa a heurté le sol, les paumes amortissant sa chute. Cette table est pour la famille. Va-t'en, a-t-elle dit si nonchalamment, comme si Léa était un chien errant qui rôdait, comme si elle n'avait aucune importance. La pièce s'est figée. Mon mari ne s'était même pas encore assis. Mon père semblait incapable de traiter ce qui venait de se passer. Ma sœur fixait son assiette. Léa a levé les yeux vers moi. Les yeux grands ouverts, mais elle ne pleurait pas, elle était juste confuse. Elle tenait encore son marque-place dans la main. Je l'ai aidée à se relever et j'ai dit ces mots, calmement, clairement, définitivement, tu n'es pas de la famille pour elle. L'expression de ma mère s'est fissurée pour la première fois depuis des années. Mon père a marmonné un début de mot, mais rien n'est sorti. Et je suis restée là, voyant soudain tout si clairement. La façon dont il m'avait traité, la façon dont il commençait à traiter ma fille, comme si nous leur devions une place dans nos vies juste à cause de la biologie. Léa est allée dans sa chambre, silencieuse. Je l'ai regardée partir, puis je me suis retournée, j'ai tiré ma chaise et j'ai commencé à manger. Personne d'autre n'a pris sa fourchette, mais j'avais déjà fait mon choix. J'en avais fini de faire semblant, et ils allaient le ressentir lentement,
morceau par morceau. Ma mère n'a rien dit du reste du repas, ce qui, dans son monde, équivalait à une explosion nucléaire. Le silence signifiait qu'elle n'avait pas le contrôle. Et si elle n'avait pas le contrôle, elle complotait. Mon père essayait de faire la conversation comme si de rien n'était. Il a posé des questions sur la cuisine, la météo, si mon mari travaillait toujours dans la même boîte. J'ai répondu par des mots uniques. Je n'ai pas regardé ma mère une seule fois. Léa est restée dans sa chambre, jouant probablement avec ses poupées, ne réalisant pas qu'elle venait de devenir la raison pour laquelle je m'étais enfin réveillée. Après le dessert, ma sœur est venue dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle. Elle est restée là une seconde comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste essuyé quelques assiettes en silence, puis est partie. Ma mère a attendu que tout le monde se prépare à partir. Elle s'est attardée sur le pas de la porte, tenant son sac à main comme si elle était à un enterrement. Tu as surréagi, a-t-elle dit. Juste ça. Je l'ai fixé. Je n'étais même plus en colère. C'était pire que ça. Je m'en fichais, tout simplement. Ni de ses sentiments, ni de ce qu'elle pensait que j'aurais dû faire. Quelque chose en moi s'était enfin éteint, comme un fusible qui avait sauté trop de fois. Je n'ai pas répondu. Elle a détesté ça. Elle s'est tournée vers mon père, attendant clairement du soutien. Il s'est gratté la tête, m'a regardé, puis a marmonné, laisse tomber, Béatrice. J'ai fermé la porte derrière eux avant même qu'ils n'atteignent la voiture. Cette nuit-là, je suis restée dans mon lit à tout ressasser, pas seulement ce repas, mais tout. La façon dont ma mère me dénigrait à chaque occasion. La fois où elle m'a dit que je ne serais jamais aussi intelligente que ma sœur. Quand elle a balayé ma fausse couche comme s'il s'agissait d'un simple conflit d'emploi du temps. Quand elle a oublié le 5e anniversaire de Léa et m'a reproché de ne pas le lui avoir rappelé. J'avais tout excusé. J'avais pardonné et j'étais passée à autre chose. J'avais essayé de maintenir la paix. Mais cette fois, elle avait franchi une ligne que je ne pouvais plus ignorer. Ils ne s'étaient pas contentés de me manquer de respect. Ils avaient humilié ma fille dans sa propre maison, devant toute sa famille. Et personne n'avait pris sa défense. Pas même ma sœur. Alors, j'ai fait une liste, pas une liste métaphorique, une vraie liste sur papier, de chaque service, de chaque trajet, de chaque faveur que j'avais faite pour eux. L'année passée. Les rendez-vous chez le médecin, aller chercher les médicaments. À la pharmacie, garder leurs chiens quand ils partaient sur la Côte d'Azur, trier leurs papiers d'impôt parce que Chloé est douée pour l'administratif. Et j'ai décidé à ce moment-là, c'est fini. Ils allaient recevoir exactement ce qu'ils donnaient. De la distance, du silence, de la froideur, et s'ils pensaient que je bluffais, ils ne me connaissaient pas du tout. Ils ne m'ont pas appelé pendant 3 jours après Noël. Pas une fois. Pas pour prendre des nouvelles de Léa, pas pour s'excuser, rien. Je n'étais pas surprise, mais je continuais à vérifier mon téléphone quand même, comme si les gens qui avaient passé des années à me rabaisser allaient soudainement se découvrir une conscience. Quand le silence a persisté, j'ai su ce qu'ils faisaient. C'était leur manœuvre classique. Punir. Par la distance, agir comme si j'étais celle qui faisait du cinéma, puis attendre d'avoir à nouveau besoin de quelque chose pour prétendre que rien ne s'était passé. Alors, j'ai inversé les rôles. Ce jeudi-là, je ne suis pas allée chercher ma mère pour son rendez-vous de kiné. Je l'y conduisais chaque semaine. 30 minutes aller, 30 minutes retour, attendant sur le parking commun.
Chauffeur personnel. Elle agissait comme si c'était une faveur que je lui devais. Pas d'argent pour l'essence, pas de merci, juste plus de plaintes sur le fait que son corps ne serait pas dans cet état si je n'avais pas été une grossesse si difficile. À 10h47, elle a appelé. J'ai laissé sonner. Chloé, je suis toujours à la maison. Tu es en retard. Tu viens ou pas? Elle semblait irritée, pas inquiète. Je n'ai pas rappelé. Cet après-midi-là, mon père m'a envoyé un SMS. Qu'est-ce qui t'arrive? Ta mère est contrariée. S'il te plaît, parle-nous. J'ai laissé le message en vue. Le lendemain, j'ai reçu un autre message de ma mère. C'est donc comme ça que tu traites tes parents après tout. Ce qu'on a fait pour toi? Aucune mention de Léa. Pas d'excuses, juste de la culpabilisation et des reproches, comme toujours. Je suis donc passée à la phase 2. Ils me laissaient gérer toutes leurs factures en ligne. L'électricité, l'assurance, même un vieil abonnement à un journal qu'ils refusaient d'annuler. J'avais mis en place des prélèvements automatiques il y a des années parce qu'ils oubliaient sans cesse et me blâmaient quand les frais de retard tombaient. Je me suis connectée à chaque compte, j'ai tout annulé et je me suis déconnectée. Ensuite, j'ai supprimé tous leurs mots de passe de mes fichiers. 2 jours plus tard, mon père m'a laissé un message vocal tremblant disant qu'EDF avait appelé pour un impayé et menaçait de couper le courant. Il semblait confus, presque effrayé. J'ai répondu à celui-là. Je ne suis pas ta secrétaire. Ai-je dit. Débrouille-toi. Puis j'ai raccroché. Je me suis sentie libérée, comme si je sortais enfin d'un rôle que je n'avais jamais accepté. Un rôle dans lequel j'avais été forcée simplement parce que j'étais fiable et que je ne faisais pas d'histoire. C'était toujours le rôle de ma sœur. Elle m'a finalement appelé le lendemain. J'ai failli ne pas décrocher, mais j'étais curieuse. Elle semblait tendue. Ils paniquent, a-t-elle dit. Ils disent que tu les ignores et que tu laisses tout s'effondrer. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas pris de gants. Je fais ce que j'aurais dû faire il y a des années. Je les laisse gérer leurs propres problèmes. Il y a eu un silence d'une seconde. Puis son ton a changé. Moins défensif, plus incertain. D'accord, mais tu les coupes comme ça, sans prévenir. Sans prévenir? Tu étais là. Tu as vu ce qu'elle a fait à Léa et tu n'as rien dit. Elle a marqué une pause. Je ne pensais pas que c'était si grave. Elle l'a poussé au sol et lui a dit qu'elle n'était pas de la famille. Ma sœur n'a pas répondu. Juste un soupir. Discret, puis, d'accord, je ne sais pas. Je vais leur parler. Cela aurait pu s'arrêter là. Je pensais honnêtement qu'elles prendraient encore leur parti. C'était toujours comme ça. Mais 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un SMS. Sorti de nulle part. Est-ce qu'elle a vraiment poussé Léa? Cela m'a glacé. Ce SMS signifiait une chose, elle avait des doutes. Elle commençait enfin à les remettre en question. J'ai attendu 2 jours avant de répondre. Je voulais que cela infuse. Si tu l'as vu, c'est juste que tu ne voulais pas y croire. Elle n'a pas répondu après ça. Du moins, pas tout de suite. Mais quelque chose a changé parce que, quand ça a touché son enfant, ils se sont retournés contre elle. Quand leur cruauté a fini par atteindre le monde parfait de l'enfant prodige, elle a été forcée de les voir pour ce qu'ils étaient vraiment. Et je me préparais déjà pour la suite. Je ne faisais pas que les couper de ma vie. J'allais m'assurer qu'ils le ressentent. Je pensais avoir plus de temps avant que les choses ne s'enveniment. Je planifiais tout soigneusement, coupant le
Soutien, limitant les contacts, documentant les faits, faisant même des recherches sur les démarches juridiques au cas où. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils implosent si vite, et je ne m'attendais certainement pas à ce que ma sœur change de camp. C'est arrivé le week-end suivant. Ma sœur avait décidé d'emmener sa fille Zoé chez mes parents pour une courte visite. Elle m'a dit plus tard qu'elle ne voulait pas se disputer. Elle voulait juste maintenir la paix, laisser la poussière retomber et faire comme si tout allait bien. Manœuvre classique. Je lui ai dit d'être prudente. Elle m'a ignorée. Ce soir-là, elle m'a appelée en larmes. Pas en colère, pas défensive, furieuse, mais pas contre moi. Apparemment, ils étaient assis dans le salon à discuter. Ma mère divaguait sur la nouvelle voiture du voisin. Mon père somnolait dans son fauteuil, et Zoé était par terre en train de jouer avec une licorne en plastique qu'elle avait apportée. Cette licorne était son jouet préféré depuis des mois. Elle l'avait nommée Stella, l'avait habillée avec des vêtements de poupée, lui avait même fait une couronne en papier. Et puis ma mère a marché dessus, pas par accident. Elle a regardé en bas, l'a vue, a fait une grimace et l'a écrasée avec son talon. Elle a dit que c'était juste du plastique bon marché et que Zoé devait arrêter de se comporter comme un bébé. Zoé a commencé à pleurer. Ma sœur lui a dit d'aller à la voiture. Puis elle s'est tournée vers notre mère et lui a demandé carrément pourquoi elle avait fait ça. Et vous savez ce que notre mère a répondu? Elle est trop fragile, tout comme Léa. Tu la laisses grandir dans la faiblesse. C'est là que ma sœur a compris. Il ne s'agissait pas de moi étant trop sensible ou surréagissant ou exagérant l'incident de Noël. C'était leur vraie nature. Amer, arrogant et méchant envers quiconque ne les vénérait pas. Ma sœur est partie sans dire au revoir. Elle n'a même pas aidé mon père à se relever quand il a trébuché en essayant de la suivre jusqu'à la porte. Le lendemain, elle est venue chez moi avec Zoé et un sac de viennoiserie. Sans prévenir, elle est entrée directement dans ma cuisine comme si nous étions en 2009 et que nous étions encore proches. Elle n'a même pas enlevé son manteau. Avant de dire, tu avais raison. J'en ai fini. Je n'ai rien dit pendant une seconde. J'ai juste versé son café et je me suis assise en face d'elle. Puis, elle a sorti son téléphone et m'a montré les photos de la licorne brisée. Je veux faire tout ce que tu fais, a-t-elle dit. Tout, quoi qu'il en coûte. J'ai ouvert mon ordinateur et je lui ai montré le dossier que j'avais constitué. Des captures d'écran de SMS, des notes sur leurs finances, les rendez-vous manqués, des exemples de négligence. J'avais même cherché comment signaler une manipulation de personnes âgées puisqu'ils utilisaient cet angle avec les voisins, disant que je les abandonnais. Elle a juste hoché la tête. Nous avons appelé un avocat cette semaine-là, pas pour les poursuivre en justice. Il n'y avait rien de criminel encore, mais pour documenter un comportement répétitif au cas où. Notre avocate a dit que nous ne pouvions pas porter plainte pour Léa ou Zoé sans dommage physique réel, mais elle a convenu que leur comportement était déséquilibré et s'aggravait. Nous avons déposé une mise en demeure, pas une injonction complète, juste une trace écrite, puis nous sommes allés à la gendarmerie. Nous n'attendions pas grand-chose, mais j'ai déposé une main courante pour ce qui s'était passé à Noël. Encore une fois, pas de poursuite. Mais un avertissement formel a été envoyé au domicile de mes parents, juste assez pour les secouer, et ça a marché. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. Elle a laissé un message, la voix basse et furieuse. Comment oses-tu impliquer la police là-dedans? Tu veux la guerre? Tu l'as. Je n'ai même pas bronché parce que ce n'était pas la guerre.
C'était la conséquence de leurs actes. Et pour la première fois de nos vies, ils ne pouvaient pas déformer l'histoire. Nous avions des preuves. Nous avions l'une l'autre. Ils avaient passé des années à nous monter l'une contre l'autre. Mais maintenant, ils avaient construit autre chose, une alliance. Après que la police a délivré l'avertissement, tout est devenu étrangement calme. Pas d'appel, pas de SMS, pas de messages vocaux en colère. Juste rien. C'était comme s'il s'était volatilisé. Et honnêtement, je m'attendais à une sorte de représailles. Peut-être un délire sur Facebook ou ma mère se présentant à l'école de Léa en prétendant que c'était la fête des grands-parents. Elle avait déjà fait des choses de ce genre, mais ils ont disparu. Pendant un temps, je me suis demandé s'ils se regroupaient, attendant de jouer sur le long terme. Mais ensuite, ma sœur a reçu un appel d'un vieil ami de notre père qui disait avoir vu nos parents au supermarché, et ma mère leur avait dit que nous avions coupé tout contact parce que nous étions des ingrates. Et que nous avions rejoint une sorte de secte de femmes. Elle a même ajouté que nous essayions de leur voler leur argent, ce qui était risible vu qu'ils ont 2 mensualités de retard sur leur carte de crédit et vivent de leur retraite. J'aurais dû être en colère, mais je ne l'étais pas. J'étais fatiguée. Ma sœur et moi nous voyions une fois par semaine après ça. Parfois avec les filles, parfois juste nous deux. Au début, c'était gênant. Nous n'avions pas l'habitude d'être du même côté. Mais c'est devenu plus facile. Nous parlions un peu de nos parents, mais plus souvent nous parlions de tout le reste. Des écoles, des choses bizarres que nos enfants disent. Nous avons même commencé à plaisanter sur le fait de se faire des tatouages assortis disant « pas l'enfant prodige ». Puis est venue la lettre. Elle est arrivée dans une enveloppe blanche ordinaire sans adresse de retour. Je l'ai ouverte en pensant que c'était peut-être une facture qu'il m'avait envoyée par erreur, mais ce n'était pas ça. C'était une note manuscrite de ma mère, de seulement 2 phrases. Tu penses avoir gagné quelque chose, mais tu auras besoin de nous tôt ou tard. Tout le monde finit par avoir besoin de nous. Il n'y avait pas de salutation, pas de nom, juste ça. Je ne l'ai pas montré à Léa. Je l'ai juste plié, mise dans le dossier avec tout le reste et j'ai envoyé un scan à notre avocate. Ma sœur en a reçu une aussi. Presque identique, sauf que la sienne disait, ta fille ne t'aimera pas si tu la retournes contre ses grands-parents. Ce fut le moment où elle les a coupés complètement. Aucune hésitation, aucune question. Elle a changé de numéro. Elle a bloqué tous les contacts. Elle a même prévenu la famille de son mari de ne partager aucune information avec eux. Elle en avait fini. Mais quelque chose est arrivé auquel aucune de nous ne s'attendait. Une semaine après les lettres, ma sœur et moi sommes allés vider le garde-meuble que nous partagions avec nos parents. Nous payons encore les frais et nous nous sommes dit qu'il était temps de régler ça. À l'intérieur se trouvait l'état de détritus habituel, de vieilles chaises, des décorations de Noël cassées, des cartons de photos, mais cachés dans un bac en plastique étiqueté, lycée Béatrice, se trouvait quelque chose qui m'a glacé sur place. Il y avait une petite pile de lettres, toutes non ouvertes, toutes adressées à moi, venant d'universités, de stages pour lesquels j'avais postulé. L'une venait d'un programme d'écriture à Paris. Je me souvenais à peine d'avoir postulé, une acceptation complète avec une bourse. Toute datée du même été. L'année où j'étais restée à la maison et avais cumulé 3 petits boulots parce que mes parents m'avaient dit que je n'avais pas le niveau pour les études supérieures. Ils les avaient cachés. Ma sœur m'a trouvée debout, tenant l'une des lettres, figée. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'en avait
Pas besoin. Nous savions toutes les deux que cela avait commencé bien avant ce repas de Noël. Ce n'était que le moment où tout avait éclaté. Nous sommes restés là longtemps dans ce garde-meuble. Ça sentait la poussière et les vieux regrets, mais le silence était plus assourdissant que n'importe quoi d'autre. Ma sœur n'a pas dit un mot quand je lui ai tendu les lettres. Elle a juste lu les noms sur les enveloppes, regardé les cachets de la poste et secoué la tête. Lentement, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait, même si elle le pouvait au fond d'elle. Je pense qu'elle ne voulait simplement pas admettre qu'ils avaient été aussi cruels. Mais c'est ça le truc, ils l'avaient toujours été. Noël n'était pas le début. C'était la fissure publique finale dans quelque chose qui était brisée depuis que nous étions enfants. C'est ce que ces lettres prouvaient. Il m'avait toujours considéré comme jetable, quelqu'un sur qui s'appuyer mais jamais à élever. Nous avons emballé le reste du garde-meuble et en avons jeté la moitié dans une benne derrière le bâtiment. Le reste, nous l'avons donné. Nous avons gardé exactement une boîte chacune. Des photos de nous enfants avant que nous réalisions quel genre de parents nous avions. Nous avons convenu de ne pas les montrer à nos filles. Laissons-les se souvenir du présent. Pas des dégâts auxquels nous avons échappé. Un mois a passé, puis nous n'avons plus rien entendu. Noël est venu et reparti. Pas de cartes, pas de visite. Surprise, pas de SMS passif-agressif sur le fait d'être les seuls parents à passer les fêtes seuls. Ils n'ont même pas essayé. Je suppose que l'avertissement de la police et l'avocate les ont secoués plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Tant mieux. Ma sœur et moi avons emmené les filles faire du patin à glace cet hiver-là. C'était maladroit, il faisait froid et c'était parfait. Léa est tombée 2 fois. Zoé a pleuré 1 fois et j'ai fini par acheter pour 20 € de chocolat chaud à des enfants qui ont pris 3 gorgées avant de l'abandonner. Mais tout le temps, je me disais que c'était à ça que la famille était censée ressembler. Pas de contrôle, pas de culpabilité. Ne pas être traitée comme une servante à cause de qui j'étais la fille. Juste là. Paix. Nous avons fait un plan ce jour-là. Un nouveau plan. Chaque fête, nous la passerions ensemble. Pas de drame. Pas de tension bizarre. Juste nous et les filles. Peut-être dans un chalet l'année prochaine. Peut-être à l'étranger. Peut-être quelque part au chaud. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que nous voyions enfin les choses telles qu'elles étaient. Ils n'ont pas changé. C'est nous qui avons changé. Ils vivent toujours dans cette maison, je suppose. Racontant toujours aux voisins une version déformée des événements. Espérant toujours que nous céderons. Ils ne savent pas que j'ai encadré l'une de ces lettres d'université et que je l'ai mise au-dessus de mon bureau. Pas comme un rappel de ce que j'ai manqué, mais de tout le chemin que j'ai parcouru malgré eux. Léa a posé une question sur eux 1 fois, juste 1 fois. Pourquoi on ne voit plus papy et mamie? J'ai réfléchi 1 seconde et j'ai dit, parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui portent ton nom, qui te traitent avec amour. Certains veulent juste être les chefs. Elle a hoché la tête, a dit « d'accord » et est retournée jouer. Elle est déjà plus forte que je ne l'ai jamais été à son âge. Et c'est comme ça que je sais que je fais les choses bien. Je ne reconstruis pas le passé. Je construis quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Et ils ne sont pas invités.